7h40, les invités des matins, Wadik Doyle, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur du programme de master de Global Communication à l'Université américaine de Paris. Et vous venez aujourd'hui de vous parler et commenter les effets de cette visite du président français annoncée à grand titre aujourd'hui dans la presse de François Hollande, donc aux États-Unis. Et nous sommes accompagnés d'Éloi Laurent, bonjour. Bonjour. Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes professeur à Stanford et vous rentrez tout juste des États-Unis. Vous avez passé 6 mois à Harvard. Alors François Hollande donc est aux États-Unis et c'est pour la première fois depuis 18 ans qu'un président français a droit aux 21 coups de canon pour son accueil officiel à la Maison-Blanche, dîner d'État avec Barack Obama aujourd'hui avant de se rendre demain dans la fameuse Silicon Valley. Alors cette amitié franco-américaine est-elle aujourd'hui feinte ou sommes-nous toujours vraiment au fond le plus vieil allié des États-Unis comme l'affirmait John Kerry au mois d'août dernier? Et puis au fond, quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre les modèles français et américains et que cette visite mettrait ainsi en lumière? Avec vous, donc, essayons de comprendre peut-être tout d'abord l'enjeu, au fond, de cette visite, Wadik Doyle ou Éloi Laurent. Ça fait très longtemps, il y a 18 ans, qu'un chef d'État s'était rendu en visite officielle aux États-Unis. C'était Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy n'y a pas eu droit. C'est donc au tour de François Hollande. Éloi Laurent. Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de la relation transatlantique du point de vue diplomatique, mais si on s'en tient à la tribune commune qu'ils ont fait paraître dans le Washington Post et dans Le Monde, on voit très bien que le point de convergence qui explique cette, mise en scène d'une amitié forte, c'est la question africaine. C'est-à-dire que c'est ce sur quoi ils insistent et manifestement, Barack Obama souhaite marquer une forme de reconnaissance à l'égard de l'action de la France en Afrique. La question ensuite, donc ça c'est un petit peu, dans l'actualité immédiate, la vraie question ensuite, c'est ce que la France et les États-Unis peuvent faire au-delà de ça. Et ça c'est l'autre partie sur laquelle on a beaucoup insisté de cette tribune. C'est la question climatique. Et là, en effet, à plus long terme, un des points forts de ce texte, c'est de dire que, en effet, Paris va accueillir le sommet sur le climat décisif de la fin de l'année 2015, que les États-Unis sont sans doute le key player, le joueur décisif de cette négociation, et que là, voilà, on attend beaucoup de choses, beaucoup d'actions communes. Donc, à très court terme, là, il y a une convergence sur l'Afrique, et ensuite, à la question, ce que les États-Unis et la France peuvent faire dans les 2 prochaines années, c'est travailler ensemble à la réussite de ces négociations climatiques. Wadik Doyle, généralement, ces visites d'État sont très sous-pesées, mesurées par les Américains. Ils n'en abusent pas. C'est comme accorder un énorme privilège, semble-t-il, de la part des États-Unis, que d'accorder à des chefs d'État étrangers ce type-là de visite d'État. Vous qui êtes un spécialiste de la communication, on se doute qu'il n'y a pas de hasard, évidemment. Et qu'est-ce que vous pensez que Barack Obama a gagné, au fond, à recevoir, vis-à-vis, lui, de ses concitoyens, un président de la République française comme cela, en très grande pompe, comme on dit ici? Oui. C'est extrêmement rare maintenant, les visites d'État. Vraiment des visites officielles comme ça, avec toute la pompe, le dîner officiel et tout ça. Bureau ovale, enfin tout y est. Je pense que Bush, elle a fait 4 en 8 ans. Donc c'est très très rare qu'on reçoit une chef d'État étranger comme ça maintenant. Donc ça montre à quel niveau l'administration Obama tient à ses rapports avec la France. Et moi, j'ai conçu ça lié à la politique étrangère, à la Syrie et à l'Afrique. Alors, on dit que l'incident syrien de cet été est en fait primordial dans cette visite-là. La volonté de Barack Obama est presque au fond de se faire pardonner d'avoir finalement laissé tomber les Français lors du moment où les Français étaient prêts, avec l'accord des États-Unis, dans ce que l'on sait, à intervenir en Syrie. Tout était au point pour le jour que nous avions choisi, a confié François Hollande au magazine Time. Et puis, Barack Obama avait finalement décidé de passer par le Congrès et avait donné l'impression de laisser tomber la France. On dit que cette visite-là d'État réparer, c'est ce qu'on appelle une maladresse en termes de diplomatie. Voilà, on est dans des histoires extrêmement complexes parce que déjà le refus de la France de soutenir l'aventure américaine en Irak a beaucoup gâché les rapports entre la France et les États-Unis. Et donc là, on était un peu à la position contraire. Donc la France a repris son rôle traditionnel depuis Picot, d'intervenir dans la Syrie. Et qu'en effet, la Syrie, c'est plus ou moins une création française. Donc,
est-ce que les Américains sont ça? On voit. Moi, je suis pas du tout expert dans la diplomatie, mais du point de vue communication, peut-être, mais c'est aussi pour il y a un changement à l'intérieur du politique américain vis-à-vis l'Iran. Et donc, c'est aussi peut-être pour expliquer pour ça, pour mettre que la France soit vraiment en accord avec le nouveau politique Kerry vis-à-vis les rapports entre les pouvoirs différents au Moyen-Orient, la Syrie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ceci dit, il faudrait vraiment quelqu'un qui est spécialiste de diplomatie pour commenter ça. Mais surtout... Mais en termes d'image, qu'a-t-il à y gagner, Barack Obama? Est-ce qu'il a quelque chose à gagner ou pas vis-à-vis de la population? Qu'est-ce que les Américains en ont à faire de la France, Wadik Doyle? Je pense que ça montre la France représente aux États-Unis cette espèce d'autre toujours présent qui représente l'Europe, la culture, les formes. Et donc se remettre les États-Unis, sa place dans le monde après une cicatrice qui était dure, que ce qui est arrivé en Afghanistan et en Irak. Donc les Américains n'ont pas vraiment compris ce qu'ils ont fait là-bas, ce qu'ils ont gagné dans ces aventures guerrières. Hein. Et donc il faut recréer une image des États-Unis pour les Américains comme un pouvoir diplomatique de la paix. Éloi Laurent, Hélène Ciolino, correspondante du New York Times en France, a écrit le 10 février dans le Figaro « La France est un fantasme qui titille tout Américain. Les classes les plus favorisées continuent d'inciter leurs enfants à apprendre la langue de Voltaire, marqueur social, selon encore Anne Miller, ancienne attachée culturelle au consulat de France à Boston. » Vous l'avez constaté, ça? Il paraît que le français est plutôt en recul, à vrai dire, en termes de langues étrangères aux États-Unis et notamment au profit du mandarin, si j'ai bien compris, si je suis bien informé. Mais oui, la France est un fantasme, mais la réciproque est parfaitement vraie. Les États-Unis sont également un fantasme. Et d'ailleurs, on voit très bien pour les Français, et ce sont deux cultures qui partagent au fond une espèce de mythologie en miroir depuis maintenant très longtemps. Et là, on voit, par exemple, le président français, le président américain qui vont dans la demeure de Jefferson. Et donc, il y a toute une mythologie de Jefferson, de Benjamin Franklin, de ces Américains à Paris, des Français aussi aux États-Unis. Donc, voilà, on pourrait faire l'histoire des mythologies partagées de la France et des États-Unis. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui est très intéressant dans cette visite. C'est-à-dire qu'elle est mise en scène du côté français comme l'idée qu'on va apprendre au pays du libéralisme à, au fond, mieux ancrer un tournant qu'on a appelé social-démocrate ici, au moment exact où les États-Unis découvrent absolument effarés l'ampleur des inégalités sociales. Donc on a un chiasme transatlantique complet, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un président qui est en train de se rapprocher vers le centre et qui va aux États-Unis pour y trouver une espèce de confirmation au pays où on est censé être, si je puis dire, social-démocrate depuis toujours, à l'heure exacte où le président américain, lui, est en train de redécouvrir les vertus de la régulation des inégalités sociales et où il est en train, entre parenthèses, d'essayer d'instituer quelque chose comme un embryon d'État-providence pour le XXIe siècle, ce qu'en France on essaye, sur quoi on essaye de revenir. Donc il y a vraiment un chiasme en fait. Moi je vois très bien cette visite comme un chiasme transatlantique et on voit très bien le jeu de miroir entre les deux pays. Alors, puisque vous êtes dans le chiasme, restons-y, Éloi Laurent, il y a ce que je disais sur les propos notamment de la correspondante du New York Times, la France est un fantasme qui titille tout Américain, mais enfin, si l'on est attentif à la lecture de la presse américaine, on se rend compte qu'il y a aussi ce qu'on appelle en français ce fameux French bashing qui a cours dans beaucoup de médias américains, pas seulement French bashing, mais même European bashing, pourrait-on dire. Rappelons tout de même le fuck you Europe dont parlait tout à l'heure, fuck EU, dont parlait tout à l'heure Claude Guibal, Wadik Doyle. Bon, voilà, mais Jean Kerry a souffert beaucoup plus que les autres de ce phénomène. Mon collègue Jason Hassan a écrit sur le fait des rumeurs qui étaient fabriquées, qu'en effet, Kerry était conçu comme un Français. Ça veut dire toute l'extrême droite sur l'Internet qui a attaqué Kerry pendant sa campagne présidentielle, le caractérisait comme un Français. On mettait avec le béret, on faisait le fait qu'il était le cousin de Brice Lalonde, qui parlait français. Donc justement, l'isolationnisme qui revient
régulièrement dans l'histoire américaine, a gagné beaucoup de causes pendant la guerre d'Irak. Ce qu'on peut dire que c'est vraiment une défaite en Irak. Là, on ouvre vers des nouvelles choses et Kerry reprend le rôle. Donc déjà, c'est une espèce de revendication pour Kerry, cette visite, ce rapprochement entre la France et les États-Unis, parce qu'il y a personne qui a souffert plus de ça que lui-même. Alors, dans les notamment discussions qui auront lieu entre le président de la République française et Barack Obama, il y aura bien sûr des questions de diplomatie internationale et puis ces fameuses questions dont vous êtes vous un des spécialistes, Éloi Laurent, qui sont les questions du climat. Que pensez-vous que l'un va apporter à l'autre, même si au fond ils se sont engagés et lancé un appel commun à un accord ambitieux sur le climat afin de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre par des mesures concrètes? Ils l'ont assuré d'une seule voix. On sait tout de même, après que sur la politique intérieure américaine, sur, au fond, même la décision des entreprises, sur la gestion managériale de cette question-là, aux États-Unis, on est loin de ces paroles de Barack Obama, Éloi Laurent. Aux États-Unis, on est loin et en France, on n'est pas si près que ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe dans cette tribune, c'est... alors, on a effectivement beaucoup insisté sur l'idée qu'ils évoquaient le climat, ce qui est une très bonne chose. Mais ils appellent les autres pays à les suivre. Mais à les suivre en faisant quoi? C'est-à-dire qu'ils ont l'un et l'autre dans leurs mains les moyens aujourd'hui concrets de faire en sorte que cette négociation climatique réussisse. Pour qu'elle réussisse, il faut qu'ils soient crédibles, l'un comme l'autre. S'ils ne sont pas crédibles, jamais on n'arrivera à convaincre les Chinois, les Indiens de nous suivre dans un traité contraignant qui serait négocié en 2015 et qui rentrerait en vigueur en 2020. Il y a deux décisions majeures qui doivent être prises de part et d'autre de l'Atlantique. La première en France, c'est l'introduction d'une taxe carbone. C'est-à-dire que si, à la fin de l'année 2015, on n'a pas de taxe carbone en France, on sera dans une situation très difficile pour expliquer aux autres qu'il faut faire des efforts et mettre en place des instruments économiques pour atténuer le changement climatique. Et vous avez bien compris que cette taxe carbone est quand même une épine dans le pied de toute politique mise en place, puisqu'elle est régulièrement repoussée. D'accord, mais enfin, il faudra bien un moment, il faudra bien y venir. C'est l'instrument qui manque à l'arsenal français pour atteindre des objectifs. On ne va pas chaque année se fixer des objectifs plus ambitieux et chaque année avoir des moyens moins ambitieux pour les atteindre. Au bout d'un moment, ça va devenir absurde. Donc, on a une espèce de fiscalité environnementale qui est très limitée, très parcellaire, très peu cohérente. Il faut rassembler tout ça et, en effet, avoir quelque chose qui ressemble à un instrument fiscal efficace et amorcer cette grande transition du système fiscal du 21e siècle vers la question environnementale. Et du côté américain, il y a la décision sur Keystone, sur le pipeline de Keystone, dont il y a quelques jours, le département d'État dirigé par John Kerry a dit qu'il ne posait pas de problème significatif du point de vue environnemental, ce qui semble ouvrir la voie à une acceptation de ce projet qui, si effectivement elle avait lieu, serait un désastre pour la crédibilité de la politique climatique américaine et donc serait absolument catastrophique du point de vue des négociations climatiques de 2015. Donc si on a deux présidents qui disent à tous les pays « suivez-moi, suivez-nous dans un accord ambitieux sur le climat » et qui d'un côté n'instituent pas de taxe carbone et de l'autre construisent le plus grand pipeline jamais construit pour extraire le polluant, enfin l'énergie la plus polluante de l'histoire de l'humanité, qui sont les sables bitumineux de l'Alberta, je veux dire, ils n'auront aucune crédibilité. Donc il faut un petit peu, mettre des moyens derrière ces ambitions, parce que sinon, on est dans la déclaration pure. Et est-ce que, selon vous, l'exemple du gaz de schiste, dont on voit bien que les autorités françaises n'y sont pas totalement défavorables, ni même les questions, les décisions européennes, d'en tout cas permettre au moins en tout cas la recherche, elles se connectent à la question des gaz de schiste aux États-Unis, qui eux sont en pleine exploitation, et qu'on va même le racheter si nous ne le produisons pas. Est-ce que vous pensez que cette question du gaz de schiste, qui agite beaucoup les opinions et déclenche de très grosses manifestations, de grosses prises de position, peut-être quelque chose qui est une épine dans le pied des deux présidents en l'occurrence? C'est certainement un problème. Le gaz de schiste est complètement, à mon avis, survalorisé aux États-Unis aujourd'hui. On pense que c'est une énergie de transition vers des énergies plus propres. Je pense que, pour ma part, c'est une énergie de diversion, c'est-à-dire qu'en réalité, d'abord, ça pose des problèmes écologiques absolument considérables du point de vue de la pollution de l'eau, du point de vue des dégagements de méthane, du point de vue y compris des tremblements de terre. Et ensuite, ça crée très peu d'emplois, c'est hyper capitalistique, ça bousille complètement l'environnement là où il est.
circuler. Alors évidemment, c'est pas le même environnement aux États-Unis et en France, au sens où il n'y a pas la même densité humaine, évidemment. Donc vous pouvez avoir ce point de vue-là. En même temps, les conséquences écologiques sont totalement dramatiques, les créations d'emplois sont très faibles, et surtout, c'est pas du tout le secteur dans lequel il faut investir dans la perspective de la transition vers une économie bas carbone. Il faut investir dans l'énergie majeure du 21e siècle, qui est celle qu'on ne va pas consommer, c'est-à-dire les économies d'énergie. C'est là où il faut investir. Et donc, si en France, on a de l'argent à consacrer à la transition énergétique, très bonne nouvelle, investissons massivement dans les économies d'énergie, et parce que ce sera beaucoup plus rentable en termes de création d'emplois et en termes de transition vers une économie bas carbone que le gaz de schiste. Donc là, de ce point de vue-là, si l'idée c'est d'aller prendre des leçons en matière de gaz de schiste aux États-Unis, la leçon à retenir, c'est que c'est vraiment un mirage. Wadick Doyle et Éloi Laurent, invités les matins de France Culture. Wadick Doyle, sur cette histoire de fantasme des Américains sur les Français, est-ce que vous l'avez partagé, vous qui êtes d'origine australienne, qui plus est? Bon, oui, pour vous installer et enseigner à Paris, finalement, il faut bien. Oui, mais ça marche en deux sens. Ça veut dire le français représente la culture, représente une certaine forme de distinction à l'intérieur des États-Unis. Et puis, ça représente aussi une espèce de francophobie qui n'est pas uniquement américaine, mais aussi anglais, qui est très raciné dans la culture. Donc, malheureusement, c'est toujours lié à une forme de rapport de classe. Disons que les couches supérieures de Nord-Est, surtout qui reviennent de ce monde-là, est très favorable à la France, sophistiquée et tout ça. Et puis souvent, il y a des autres régions, des régions plus industrielles, etc., qui sont beaucoup moins favorables à la France. Donc, ça joue une forme à l'intérieur des États-Unis. Le français n'est pas que lié à la France, c'est lié à la distinction américaine entre des personnes, des distinctions de culture. Voilà. 8h17 les matins de France Culture. Brice Couturier qui se retape et qui se remet tout de même. Vous êtes là, Brice? Oui, je suis un peu loin, mais je suis avec vous par l'esprit. C'est l'heure de votre chronique. Bonjour Marc. Obama est encore loin d'avoir accompli son deuxième mandat, mais déjà, les économistes commencent à ébaucher des bilans de sa présidence. La conjoncture aux États-Unis est satisfaisante, avec 75 000 créations d'emplois en décembre et 113 000 en janvier. Le chômage revient à ses niveaux d'avant-crise, à 6,6%. Rappelons qu'il est le double dans la zone euro. Le rythme de croissance annualisé du dernier semestre de l'an dernier, 3,7%, confirme que les États-Unis sortent de la crise. La majorité des prévisionnistes estiment que l'année 2014 sera une année faste pour l'économie américaine. Christophe Barrot, ce jeune économiste français récemment sacré meilleur prévisionniste de l'économie américaine par Bloomberg, estime de son côté qu'elle pourrait atteindre 3%. Et pourtant, à l'heure actuelle, l'héritage d'Obama demeure décevant d'après le New York Times. La croissance moyenne sous son mandat s'établit pour l'heure à 1,8% contre 2,5% jusqu'au commencement de la crise sous George W. Bush et 3,8% sous Clinton. Sur le front de l'emploi, on demeure loin des performances de Bill Clinton qui l'avait fait reculer de 7,3% à 4,7% au cours de ses deux mandats. Alors oui, l'économie américaine qui était déjà beaucoup plus florissante que celle de l'Europe avant la crise, l'est bien davantage après. La consommation par tête aux USA dépasse celle de la zone euro de 49%. Il n'y a plus de convergence, mais une divergence d'évolution inquiétante pour nous entre les deux rives de l'Atlantique et nous devrions bien nous demander pourquoi. Alors si l'état de santé du malade américain s'améliore sensiblement, quelles sont les perspectives à moyen et à long terme? Eh bien, dans l'immédiat, la perfusion qui a permis ce rétablissement de l'économie américaine va délivrer des doses de plus en plus faibles de produits dopants. Le soutien non conventionnel prodigué par la Fed sous forme de taux d'intérêt proche de zéro et d'achat massif de bons du Trésor visait le retour du chômage à 6,5%. Eh bien, on y est presque. La Banque centrale américaine va tout de même continuer à acheter pour 35 milliards de dollars par mois de bons du Trésor américain. Une drôle de manip tout de même, une banque centrale qui achète les emprunts émis par son propre État, mais passons. De même, les taux d'intérêt resteront absurdement bas aux alentours de 0% tant que l'inflation n'aura pas atteint 2,5%. Vu de notre Union européenne, dominée par la pensée économique allemande, la politique monétaire américaine paraît risquée.
La BCE aussi a racheté de la dette publique des pays menacés de ne plus parvenir à se refinancer sur le marché, mais on se souvient qu'elle l'a fait avec réticence, parce que sa mission n'est pas d'animer l'économie, mais de veiller au risque d'inflation. Alors maintenant, quel est l'avenir prévisible de l'économie américaine ? Eh bien, il y a des économistes qui sont très pessimistes. On lira par exemple avec intérêt l'article de Bradford DeLong, un ancien responsable de l'administration Clinton, qui prédit un long enlisement à la japonaise. Les taux zéro, c'est bien gentil, mais cela décourage l'épargne et donc limite les investissements. Sur le même site, Project Syndicate, que notre Premier ministre Jean-Marc Ayrault a gratifié il y a peu d'un article en anglais sur les réformes menées en France, l'ancien responsable du Conseil économique de Ronald Reagan, Martin Feldstein, estime que le tassement de la population active et son vieillissement vont provoquer un ralentissement inéluctable de la croissance américaine. Mais un éditorial, un article du New York Times a beaucoup donné à réfléchir ces derniers jours. Il était signé par David Brooks et il enjoint Barack Obama de construire, après les élections de mi-mandat, une majorité bipartisane afin de faire voter les réformes qui lui tiennent vraiment à cœur. Déjà, le président a décidé de porter de 7,5 $ de l'heure à 10 $ le salaire minimum des 2 millions de salariés du privé qui travaillent pour l'État fédéral. Obama, ancien animateur social, a toujours prétendu qu'il voulait équiper les Américains marginalisés des moyens de faire leurs preuves sur le marché. Dans la logique des capabilités d'Amartya Sen, il voudrait que l'État aide les jeunes défavorisés à pouvoir se marier afin d'assurer à leurs enfants un cadre de développement stable et rassurant. C'est peut-être donc dans les 2 dernières années de son mandat que le véritable Obama va pouvoir donner la pleine mesure de ses capacités. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Alors, commentaires, réactions, Wadik Doyle, Éloi Laurent. Éloi Laurent, je rappelle, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il y a deux problèmes là avec cette analyse. Le premier problème, c'est un problème conjoncturel sur l'analyse de la situation économique américaine. Quand le chroniqueur commence en disant ça va pas si mal, il y a 75 000 emplois créés en décembre, 117 000 emplois créés en janvier. C'est des très mauvais chiffres de création d'emplois. 75 000 emplois, il faut 150 000 emplois pour maintenir le rythme démographique. Il en faut 200 000 pour commencer à vraiment augmenter l'emploi structurel. Donc, en fait, non, pas du tout. Les chiffres qui viennent de sortir, les derniers rapports de l'emploi montrent qu'il y a vraiment une économie américaine qui patine complètement et que cette reprise est extrêmement faible. Mais plus encore que ça, toute l'idée selon laquelle il faut mesurer la reprise économique par la croissance du PIB est complètement fausse. Et on voit très bien, quand on prend d'autres indicateurs beaucoup plus importants, comme par exemple le revenu des ménages, à quel point il faut changer justement d'indicateur pour comprendre vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Le revenu des ménages aux États-Unis baisse depuis 10 ans, il continue, il n'a absolument pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise, et donc toute l'illusion du PIB, on voit très bien de quelle façon le PIB est reparti depuis 2009-2010, sauf que petit 1, le revenu des ménages stagne, et petit 2, 95% des gains de revenus des ménages ont été accaparés par le top 1% de la distribution des revenus. Donc tant qu'on n'aura pas une analyse... Comment Barack Obama peut-il, dans ce cas, a annoncé sa volonté, c'était le 28 janvier dernier, de revaloriser notamment le salaire minimum? Mais comment Justement, il faut revaloriser le salaire minimum. Avec quoi? Mais avec quoi? Avec des moyens qui sont des moyens budgétaires. D'ailleurs, le déficit budgétaire a tendance à se réduire, mais c'est justement... Barack Obama, dans un discours de décembre 2013 et encore dans le discours sur l'état de l'Union, fait... à mon avis, la grande translation qui n'est pas du tout évoquée dans la chronique entre la période clintonienne et la période actuelle, qui est comment on passe d'un focus sur la croissance du PIB qui est censé tout résoudre à un focus sur les inégalités, qui devient la question structurelle majeure du capitalisme américain. Le capitalisme américain aujourd'hui, c'est un capitalisme épuisé par les inégalités. Et tant qu'on ne met pas les inégalités au cœur d'une analyse qui n'est pas du tout faite dans la chronique, puisqu'on parle de perspectives, d'innovation, de technologie, la raison pour laquelle, la crise a eu lieu, 2, la reprise est faible, et 3, la croissance est faible à long terme, il n'y a pas de dynamisme économique, c'est les inégalités. Les inégalités sont en train d'épuiser le capitalisme américain. Wadik Doyle? Moi, je suis totalement d'accord. Ça veut dire le problème que l'argent ne circule pas, que les créations d'emplois sont souvent dans les services, sont des travaux, ne sont pas des
postes d'emploi intéressants, mais souvent du travail manuel, etc., dans les services. On voit une transformation de l'économie américaine. On voit ça aussi au niveau des entreprises. Les grosses entreprises de communication, par exemple Apple, alors, la Silicon Valley, on va parler des entreprises qui sont, par exemple, sur la Silicon Valley. Je pense que c'est à 131 milliards de dollars en réserve qu'ils ne dépensent pas, qu'ils n'investissent pas. Ça veut dire que c'est un problème au niveau des ménages, qu'il y a inégalité des ménages, il y a un problème de concentration des richesses dans une population qui ne sait pas les dépenser. Et puis, c'est aussi un problème au niveau des entreprises. Ça veut dire que ces entreprises qui gagnent énormément avec toute information, réinvestissent pas dans l'économie comme il faut pour relancer et pour créer. Donc, et tout ça, c'est lié à une transformation du travail même et aussi, on peut dire, de comment fonctionne la valeur. Ça, c'est autre question. Est-ce que, cela dit, donc, du coup, juste, vous voulez dire ou pas, et faut-il démystifier de la réussite américaine, entrepreneuriale, qu'on regarde beaucoup ici comme un modèle, souvent par rapport au dirigisme de l'État dénoncé ça et là, et notamment, est-ce que la Silicon Valley en est un exemple, Éloi Laurent? Oui, le problème, c'est qu'en fait, je vais venir à la question de la Silicon Valley dans un instant. On n'en finit pas sur les paradoxes avec ça. Oui, il faut démystifier ça, c'est-à-dire que ce que fait Barack Obama dans ce discours de descente qui est très important, c'est qu'il dit le problème, c'est pas les inégalités de revenus, ça à la limite, on peut vivre avec aux États-Unis, le fait qu'il y ait les riches, les pauvres et l'écart entre les deux. Le problème, c'est maintenant la mobilité sociale qui est complètement bloquée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer des quintiles ou des déciles les plus faibles de la distribution de revenus vers les plus élevés. Et si jamais vous avez une mobilité sociale bloquée aux États-Unis, c'est toute le fondement même de la société américaine qui commence à vaciller. Est-ce que c'est ce que voulait dire Barack Obama quand il a dit, je vais le citer, le discours auquel vous faites allusion, il parle des inégalités, il les dénonçait, il a cité le pape François. Enfin, il a surtout expliqué, notamment, il a dit, l'inégalité croissante qui atteint notre pays est de plus en plus prononcée et constitue, dit-il, je le cite, un défi à l'essence même de l'Amérique en tant que peuple. C'est exactement ça. C'est quoi cette essence-là précisément, c'est l'idée qu'on peut passer de rags to riches, l'idée qu'on peut passer, l'American Dream, c'est l'idée que vous pouvez être pauvre un jour et vous serez riche demain. Le problème aujourd'hui, c'est non seulement il y a des écarts énormes entre les riches et les pauvres, mais surtout on ne peut plus passer, il n'y a plus de mobilité sociale. Il y a plus de mobilité sociale au Danemark qu'aux États-Unis, si vous voulez. Il y a plus de possibilités de passer du statut de pauvre au statut de riche au Danemark qu'aux États-Unis. Donc là, évidemment, c'est ce qu'on a appelé, ce qu'un économiste a appelé la Great Gatsby Curve, donc la courbe de Gatsby le Magnifique, en référence évidemment à la période du Gilded Age, c'est-à-dire ce que Mark Twain a appelé l'âge du fric, qui est la fin du 19e, début 20e. Et là, on est dans un nouveau Gilded Age. Et la question, c'est que du coup, ça bloque complètement la dynamique économique américaine. Et ce qu'on découvre aux États-Unis, au fond, c'est que les inégalités sont inefficaces. Non seulement elles sont injustes, mais elles sont inefficaces. Parce qu'il y a des inégalités efficaces. Oui, c'est l'idée de la théorie économique. La théorie économique dit qu'il y a un arbitrage entre égalité et efficacité, et qu'au fond, voilà. Et ce qu'on est en train de voir aux États-Unis, comme à l'inverse, complètement en miroir inversé dans les pays nordiques, c'est que vous pouvez avoir une égalité efficace, qu'ont fait les pays nordiques, et vous avez des inégalités inefficaces, qu'ont fait les États-Unis. Wadik Doyle? Oui, je pense qu'on voit aussi une transformation de l'éducation. Ça veut dire maintenant, par exemple, ce qui était vraiment le moteur de la mobilité sociale aux États-Unis, c'était l'éducation. Et là, on voit le Parti républicain qui demande pas seulement la transformation du système éducatif vers le privé, mais le privé à but lucratif. Ça veut dire qu'il veut que les universités deviennent des entreprises. Et depuis les années 80, on a vu de moins en moins d'investissements dans l'école secondaire. Ça veut dire, et ça, c'était le moteur de la mobilité sociale. Donc en même temps, une idée de la connaissance qui est liée purement technologique, le mythe de Silicon Valley, et en même temps, une espèce d'abandon de certaines populations et de les donner les moyens de monter socialement, et voilà. Caroline Fourest. Mais justement, quel est l'état du débat américain qu'on sait capable d'être effectivement très très clivé entre républicains et démocrates sur ces questions-là, et quant au fait de tirer les leçons de la crise économique et de se dire, par exemple, qu'on a beaucoup trop soutenu le rêve américain de mobilité sociale à crédit, ce qui a entraîné, c'est-à-dire qu'on a compensé par le crédit, et le crédit complètement déraisonnable, cette demande, au lieu de le faire comme
s'oriente Barack Obama, c'est-à-dire le faire plutôt en augmentant les revenus minimums et le pouvoir d'achat des classes qui aspirent à l'ascension sociale. Ce tournant-là, est-ce qu'il est analysé et à quel clivage il donne lieu ? Est-ce que c'est la folie qu'on peut connaître extrêmement antagoniste, ou il y a une forme quand même d'acceptation qu'on a été trop loin dans l'achat de ce rêve à crédit ? Oui, il y a une forme d'acceptation Éloi Laurent. au moins au niveau du débat public. Le problème simplement, c'est qu'il y a un système politique aujourd'hui qui a été corrompu par les inégalités et qui du coup, donc vous avez d'un côté un capitalisme épuisé par les inégalités du point de vue de son dynamisme et une démocratie complètement corrompue par les inégalités du point de vue de son efficacité. Et au cœur du système politique américain, il y a un endroit qui s'appelle la Chambre des représentants, qui est d'ailleurs largement formé par des gens qui sont constitués par des gens qui sont millionnaires eux-mêmes et qui refusent absolument toute évolution et vous avez deux institutions très conservatrices aux États-Unis aujourd'hui, la Chambre des représentants qui est largement le produit de la ségrégation sociale et de districts en fait parlementaires qui sont très largement, qui illustrent même les inégalités spatiales aux États-Unis, et de l'autre la Cour suprême qui, avec l'arrêt Citizens United, a officialisé le rôle de l'argent dans les campagnes électorales. Et ça, c'est vous avez vraiment l'affrontement aujourd'hui entre d'un côté une présidence modérément progressiste, parce que Barack Obama est quand même pas un foudre de guerre, et je pense que ces discours-là qu'il fait sur l'inégalité aujourd'hui sont largement des discours de remords par rapport à un thème qu'il a largement loupé depuis le début de sa présidence, et c'est sans doute son plus grand échec. Il a pensé que sa contribution à la lutte contre les inégalités, c'était Obamacare. En fait, il se rend compte aujourd'hui que c'est un problème structurel qui rattrape absolument tout, y compris la question du dynamisme économique. Donc la présidence est modérément progressiste, le Sénat est un peu progressiste, mais je veux dire, là aussi, il y a quand même des éléments aussi de frein. Et contre ça, vous avez d'un côté la Cour suprême, qui est aujourd'hui extrêmement conservatrice en réalité, alors qu'on pensait que John Roberts ne serait pas si conservateur que ça, il l'est beaucoup, et l'arrêt Citizens United est un poison contre la démocratie, et une Chambre des représentants qui est vent debout contre toutes les initiatives qui viseraient à taxer les plus riches, augmenter le salaire minimum, etc. etc. Donc là, aujourd'hui, la présidence Obama devient une espèce de présidence déclarative. C'est un petit peu... Il finit par là où il a commencé, c'est-à-dire le discours. Mais en fait, il a largement raté sa présidence de ce point de vue-là. Dick Doyle, oui. Je dirais qu'à niveau social, il y a une espèce d'endettement maintenant chez les jeunes pour l'éducation, et ils sortent avec des niveaux d'endettement qui vont rester endettés jusqu'à 50 voire 60 ans, et plus en plus de gens qui sont à la retraite, qui payent encore les dettes scolaires. C'est incroyable. Et donc, ça entre dans les mœurs. C'est pas un endettement pour consommer, c'est un endettement juste pour l'éducation. Est-ce que ces questions-là, très naïves, sont agitées, on pourrait dire, dans les médias, les journaux ? Je pense, cela dit, à un article déjà un peu ancien de Seamus Kahn, professeur à Columbia, qui parlait aux États-Unis d'un déni de l'inégalité, notamment dû à la constitution d'élites aujourd'hui très riches qui s'auto-entretiennent entre elles et participent à ce déni-là en particulier, se basant chez Muscan sur notamment, entre autres, les lectures qu'il a fait, les travaux de Français comme Thomas Piketty ou encore même Pierre Bourdieu. Mais il évoquait ceci, ces riches, ces élites contrôlent les ressources et commencent à exclure les autres de ces ressources et à les accaparer. Ils construisent des barrières autour des ressources sociales, dit même chez Muscan. Oui, absolument. Le problème des inégalités, c'est qu'elles finissent par acquérir une force d'inertie, donc ce qu'on appelle une hystérèse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de phénomène où elles deviennent incorporées dans le système politique. Donc il y a des chercheurs qui montrent le rapport entre hausse des inégalités et hausse de la polarisation politique, et ils montrent que les deux phénomènes sont concomitants, et donc vous avez une polarisation de plus en plus grande, c'est-à-dire que vous avez des républicains qui ne veulent absolument plus rien faire. C'est le Congrès qui a le moins passé de lois de toute l'histoire, c'est le Do Nothing Congress, c'est-à-dire le Congrès, la Chambre des représentants qui a le moins passé de lois de toute l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire ils sont dans une position d'obstruction aujourd'hui. Ils refusent absolument tout. Ils sont financés par des donateurs qui sont extrêmement puissants, extrêmement riches. Ça leur suffit. Ils sont dans des districts que eux-mêmes ont dessinés et qui sont de toute façon en état de ségrégation sociale, ce qui fait qu'ils n'ont absolument pas à répondre de l'état du pays par ailleurs, qui sont dans des compositions ethniques très différentes par rapport à ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Et donc vraiment, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut rien faire. Au bout de la période du Gilded Age, aux États-Unis, il y a eu une autre période qui a commencé, qui s'est appelée la Progressive Era. Donc, au bout de la période du capitalisme complètement inégalitaire, du laisser-faire inégalitaire, il y a eu une période qui a commencé au début du XXe siècle, qui s'est appelée l'ère progressiste, et dans laquelle, par exemple, on a institué le Federal Income Tax, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des États-Unis, qui a amorcé une révolution dans la façon dont on a considéré les inégalités. Donc, c'est pas impossible.
Donc ne soyons pas pessimistes, Wadik Doyle, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est pour bientôt le meilleur. Mais c'est sûr que les avances technologiques sont extraordinaires. Alors. Mais le déni dont on parle existe dans une espèce d'une idée de l'économie créative. Ça veut dire Silicon Valley, c'est l'endroit de la créativité, qui elle effectivement est, mais c'est ce qui reste le mythe américain, qu'avec une idée créatrice, on peut créer de la valeur. Et donc, ça, on a vu beaucoup dans le monde du fondateur d'Apple, qui une espèce d'agéographie qui est créée, Steve Jobs, et comment cette histoire a été construite. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette histoire, ou est-ce que c'est une légende, c'est un conte de fées? Moi, je pense que c'est une partie vraie, c'est un conte de fées. C'est un mythe fondateur maintenant de la société américaine, qu'avec l'avance technologique, tout peut changer. Mais en effet, le travail change. Ce qui change dans le travail, qu'en fait, on envoie le travail chez le consommateur. Ouais. En plus, c'est ce qu'on appelle le travail immatériel. C'est les consommateurs qui font le travail, donc le travail disparaît. On peut voir tout simplement qu'on achète un billet d'avion. Maintenant, c'est nous qui travaillons. Donc, il y a cette transformation et une transformation de la valeur vers la création de valeur liée à la marque, à la conception de la marque. Et la marque, en effet, c'est la gestion de croyances. Donc, en effet, de plus en plus de valeur dans l'économie américaine est liée dans la valeur des marques qui ont en effet des formes de croyances. Voilà. Non, mais c'est pas un mythe au sens, on parlait de la Silicon Valley. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. C'est le président de la République française. Voilà. Il y va. Alors déjà, c'est tout à fait significatif que le président aille, et ça traduit, à mon avis, un changement assez profond, qui est que le pouvoir économique passe à l'ouest des États-Unis, ce qui est relativement nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les grandes entreprises dont on parle aujourd'hui sont à l'ouest, soit dans l'État de Washington, Seattle, que ce soit Microsoft ou que ce soit Amazon, soit ensuite dans la région de San Francisco. Apple, quand vous êtes à Palo Alto, qui est, à mon avis, la capitale officielle de la Silicon Valley, on dit que c'est San José. Bon, ils s'appellent tous San José, San Francisco, Santa Clara, parce qu'en fait, c'est la route des missions du temps de l'occupation espagnole. Donc, en fait, c'est la Silicon Valley, c'est la route ancienne des missions, en fait, et qui va grosso modo San Francisco au nord, à San José au sud. Mais en fait, la vraie capitale, à mon avis, c'est une petite ville qui est Palo Alto, qui est la ville de Steve Jobs, la ville dans laquelle Steve Jobs a inventé le Macintosh, dans son fameux proverbial garage. Garage avec la pomme. Dans lequel aussi la Silicon Valley est née avec Hewlett et Packard, qui étaient étudiants à Stanford. En fait, Palo Alto est juste en face de Stanford. Quand vous allez un tout petit peu à droite, vous avez Mountain View, vous avez Google. Un tout petit peu à gauche, vous avez Menlo Park, vous avez Facebook. Donc c'est le paradis. Au sud, non, c'est pas le paradis, c'est juste que c'est pas un mythe, ça existe. D'accord ? Ils ont inventé là un cluster d'innovation et de créativité qui est incontestable et qui fonctionne simplement. Comment ça a été construit par des investissements publics, c'est-à-dire que ce qui explique la création de la Silicon Valley, c'est les investissements du ministère de la Défense. Donc si vous voulez la Silicon Valley, faites des investissements publics. Ça existe ensuite parce qu'il y a des universités de rang mondial. Donc si vous voulez la Silicon Valley, investissez dans les universités. Et ensuite, il faut en effet un équilibre du point de vue de la création des inégalités. C'est-à-dire que si vous avez un écart trop grand entre d'un côté la technologie et de l'autre l'éducation, qui est en fait le gros problème du capitalisme américain aujourd'hui, on surinvestit dans la technologie et pas assez dans le système éducatif, vous allez avoir des inégalités. Et par ailleurs, si vous voulez que ça vous rapporte, il faut des règles fiscales telles que ces entreprises-là passent pas leur temps à faire des profits énormes pour leurs actionnaires en dehors de tout bénéfice pour la société américaine. Un petit mot, écoutez, Philippe Jeudy qui travaille depuis 6 ans à San Francisco, Philippe Jeudy qui a écrit un article, un billet un peu pamphlétaire, très pamphlétaire au fond sur la visite de François Hollande à la Silicon Valley, lui disant s'il te plaît François, ne viens pas dans la Silicon Valley, ce Français, donc est lobbyiste au service d'entreprises françaises qui cherchent des points de connexion, et on lui a posé la question, notamment Antoine Beauchamp, de savoir au fond pourquoi il avait écrit cette chronique et si au fond la Silicon Valley méritait tous les compliments et les hommages qu'on lui fait. Philippe Jeudy. Il y a un phénomène de nombrilisme national en France qui est assez qui est croissant. Hein. Les Français qui vont typiquement l'ingénieur qui a beaucoup de talent et puis qui est recruté par une entreprise américaine, il a juste un boulot intéressant dans la Silicon Valley, là où c'est le poumon un petit peu pas du digital, des nouvelles technologies, c'est le poumon des nouvelles technologies. Donc c'est un endroit où sa fonction va être absolument valorisée, avec des salaires qui sont, je dirais, sans proportion
égal avec celui qu'il peut avoir en France. Bon, au final, fiscalement, ça revient un petit peu au même. Je pense que la vie est quand même assez agréable en Californie. En plus, honnête que nos amis américains ont créé cet écosystème complètement incroyable dans une belle région, plutôt qu'à New York où là il neige en ce moment, donc c'est pas la même chose. Les gens font leur vie, ils trouvent une belle gestion de carrière. Je côtoie beaucoup de Français qui sont pour la plupart mariés à des Américaines, qui font leur vie, qui sont tout à fait contents de rentrer, de faire découvrir la France à leurs enfants. Mais bon, il y a voilà, c'est ce nombrilisme crée une espèce d'une sorte de fracture où on pense que voilà, on parle d'exil. Ben non, les gens en ce moment, on est ingénieurs, on a tout intérêt à trouver un travail intéressant dans la Silicon Valley parce que il y a beaucoup d'argent, l'argent déborde, il y a beaucoup de projets qui se lancent. Ça fait que bon, on peut découvrir, on peut travailler sur des projets assez intéressants. Voilà, ça c'est l'image d'Épinal. Et Laurent, ça déborde d'argent. Oui, enfin, c'est sûrement vrai, c'est débord d'argent. Le problème, c'est ensuite comment on répond. Une fois de plus, ça a commencé vraiment à la Silicon Valley comme une externalité positive, ce qu'on appelle en économie une externalité positive, un investissement public à l'origine. Donc, on monte ça avec un écosystème, en effet, universitaire. C'est bien de le rappeler, c'est quand même un investissement public. Ah oui, c'est le ministère de la Défense qui a fait la Silicon Valley. C'est une collaboration entre le département d'ingénierie de Stanford et le ministère de la Défense. C'est ça la Silicon Valley à l'origine. Comme De Gaulle avec Radio France. Oui, en un sens. Donc à l'origine, ça a effectivement eu un effet d'externalité positive. C'est-à-dire on a créé des nouvelles technologies, on les a exportées. Et aujourd'hui, on a une captation privée de ce qui a été à l'origine un bénéfice social. Et en effet, qu'on a, à l'image du capitalisme américain, une capture privée avec des entreprises qui se moquent totalement des règles fiscales, qui, avec des écarts de salaire absolument vertigineux dans les entreprises, des bonus qui sont distribués exactement comme dans la finance, et en fait une financiarisation de la technologie. Il n'y a pas d'une économie vertueuse du succès financier et capitalistique de la Silicon Valley, Wadik Doyle? Moi, je pense qu'il y en a. Regardez, Bill Gates a bien dit arrêtez de vouloir donner des antennes Internet à tout le monde. Il faut aussi financer d'abord les seringues pour les infirmiers et lutter contre les maladies dans le monde. Oui, il a donné une grande partie de sa fortune. 95%. Qu'on n'a jamais vu ça en France, par exemple. Il faut dire qu'il n'y a personne aussi riche en France, en même temps. C'est sûr. Il y a Guillaume Bétancourt. Mais pour parler de ça, je pense que le grand avantage du système américain est l'intégration. Ça veut dire que la diversité, la capacité de recevoir les minorités, que les gens qui arrivent ils peuvent quand même monter dans ces entreprises. Moi, je trouve à Silicon Valley, les gens de toute origine qui viennent d'ailleurs, etc. Donc, il y a vraiment une possibilité pour certains d'arriver à un niveau qui en France me semble bloqué par le système des grandes écoles, etc. On ne voit pas ce genre de mobilité des carrières. Par contre, si on parle de mobilité sociale, la France est beaucoup meilleure que les États-Unis, mais pas pour les minorités. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Caroline Forest? Oui, si Bill Gates peut dépenser 95% de sa fortune en très bons investissements pour les autres, c'est bien qu'il les a captés de façon privée, sans redistribution par le mode public. Et c'est bien parce qu'on a un mode de redistribution plus public qu'il y a moins ces problèmes d'inégalité. Mais la question que je voulais vous poser, vous nous avez très bien expliqué comment c'était bloqué en haut par une élite politique qui est corrompue par le pouvoir de l'argent dans la vie politique américaine. Mais à la base, il y a aussi des mouvements sociaux dont, à mon avis, François Hollande et Barack Obama ont sans doute beaucoup de choses à se dire l'un sur l'autre. C'est l'émergence de ces Tea Party, de cette pression à droite du parti républicain, anti-fédéral, anti-impôt, anti-école pour tous, je veux dire, pour une école à la carte totalement privée. Il en est où, ce Tea Party à l'américaine ? Et Laurent, nous arrivons à la fin. En un sens, il a disparu un peu des radars, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins présent dans les rues et dans les médias, et en un sens, il a totalement triomphé parce qu'il a cannibalisé le Parti républicain. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la façon, par exemple, sur une réforme capitale qui est la réforme de l'immigration, entre parenthèses, sur laquelle des gens comme Zuckerberg et la Silicon Valley se sont engagés parce que c'est bénéfique d'avoir une réforme de l'immigration pour eux. Ça leur permet de faire venir plus facilement des ingénieurs indiens, par exemple. Sur cette réforme de l'immigration, John Boehner, qui est le leader de la Chambre des représentants, a annoncé la semaine dernière qu'il renonçait à faire cette réforme de l'immigration voulue par Barack Obama sous la pression
d'un think tank qui s'appelle Heritage Action, qui est le bras le plus radical de la Heritage Foundation de Washington. Et donc, en un sens, le Tea Party a disparu parce que, en un sens, le Parti républicain est devenu désormais le parti des inégalités de façon quasiment officielle. Et donc, il a capitulé. Et donc, en un sens, c'est la victoire du Tea Party qui est devenu, en fait, le Parti républicain, ce qui annonce la fin prochaine de ce Parti républicain. Parce que je vois pas comment... Et ce qui nous parle un petit peu de la France aussi. Oui. Merci, restez avec nous, Waddick Doyle.